Flux Libre et le Salon automobile de Lyon s'engagent pour les trophées René Sabid en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile, le Salon automobile de Lyon présente Flux Libre, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flux Libre, le podcast qui vous emmène sur les routes de l'automobile avec passion et curiosité. Nous vous avons concocté un numéro 100% innovation, rencontre et plaisir de conduire. Notre dossier feuille de route nous fait découvrir une pépite technologique, une automobile entièrement pensée, créée, conçue et fabriquée en France. Elle promet de diviser par 4 la consommation électrique par rapport aux voitures actuelles. C'est un projet audacieux qui pourrait bien révolutionner notre façon de rouler. On vous en dit plus dans quelques instants. Sans filtre reçoit Olivier Bouvarel, directeur de Buy My Car. Alexandre Lenoir va prendre le volant de la nouvelle Honda Prélude, une voiture qui fait déjà beaucoup parler d'elle. Et pour clore cet épisode en beauté, je vous propose de me suivre en Bourgogne avec une belle escapade à la rencontre de Cédric Burtin, 2 étoiles Michelin et passionné d'automobile, qui va nous proposer un mélange savoureux entre son histoire, sa gastronomie et sa passion de la mécanique. Installez-vous bien, bouclez vos ceintures, on démarre maintenant. Flux Libre, en soutien d'Espoir Isère contre le cancer. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, feuille de route. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dossier de Flux Libre. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, de mobilité, de design, mais aussi de vision pour l'avenir. Je reçois 2 ingénieurs qui sont devenus entrepreneurs, Marc Guillemot et Augustin Rouleau-Dugage. Bonjour messieurs. Bonjour. Fondateurs de la start-up normande Factor 10. Leur ambition, rien de moins que de diviser par 10 la consommation d'énergie liée à l'automobile avec un véhicule électrique inédit, baptisé Line. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Line. Line, c'est l'acronyme de Light is not enough. Et Light is not enough, c'est évidemment un clin d'œil à monsieur Colin Chapman qui disait Light is right. Nous, on vise la performance énergétique. Il faut ajouter à ça un petit peu d'aérodynamique. Donc, on va travailler sur la masse et sur l'aérodynamique. Et c'est ce que dit le nom. 3 roues, 500 kg, 500 km d'autonomie et surtout une promesse, atteindre le record mondial d'efficacité énergétique. On va découvrir ensemble dans Flux Libre leur projet, leur motivation et ce que ça dit d'ailleurs, notre rapport à la voiture. Vous venez tous les deux de l'industrie pétrochimique. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce monde pour lancer Factor 10 et vous attaquer à un défi aussi ambitieux ? Augustin. On venait tous les deux donc de l'industrie de l'énergie. On passait nos quotidiens à optimiser des unités, à faire des bilans d'énergie. Et on a eu envie de se lancer dans un projet qui a un vrai impact. Et donc, quand on regarde en fait ce que représente la voiture dans le bilan carbone des Français et dans le bilan d'énergie des Français, il y a un vrai sujet à faire. Et ce qui nous a motivés à nous lancer dans ce projet, c'était qu'on voulait changer d'échelle. On voulait qu'il y ait un potentiel d'impact énorme. Et donc, diviser par 3, par 4 la consommation d'énergie par rapport aux meilleurs véhicules électriques, ça nous motivait pour nous lancer. Marc, on a lu, en tout cas j'ai lu que le vélo a beaucoup compté dans votre prise de conscience énergétique. C'est lui qui vous a donné comme ça envie de compter les watts et les kilos jusque dans la voiture ? Oui, c'est vraiment une passion qui date de tout petit avec ce côté optimisation. Quand on fait de la compétition dans le vélo, on va chercher l'aérodynamisme à l'extrême, la quête du poids à l'extrême. Et c'est une recherche qu'il n'y a pas vraiment dans le monde de l'automobile qui est devenu lourd simplement parce que les moteurs sont suffisamment puissants. Voilà, moi, je n'avais pas les jambes qui équivalaient à un moteur. Mais fondamentalement, il y a aussi derrière cette idée d'efficacité les sensations que j'ai ressenties à vélo, qui sont des sensations quelque part d'efficacité, d'efficience et qu'on apprécie aussi dans l'automobile. Donc aller chercher ce concept d'efficacité énergétique, c'est aussi pour le tisser avec une forme de plaisir, de ressenti du transport. Décrivez-moi ce véhicule, Augustin. C'est un véhicule qui est conçu vraiment pour être une enveloppe très aérodynamique. L'objectif, c'est que le véhicule puisse fendre l'air. Il est en homologation 3 roues, mais en réalité, il a 4 roues. L'objectif, c'est qu'on a mis une roue jumelle derrière pour avoir plus de stabilité. On le veut comme un véhicule 2 places. On l'imagine comme étant la seconde voiture du couple, un véhicule qui puisse s'adresser aux flottes d'entreprise, quelque chose aussi pour les gens qui sont seuls ou juste en couple. Donc, un véhicule aussi du quotidien, quelque chose d'extrêmement performant, mais qui puisse s'adresser aussi au plus grand nombre. Avec une consommation record qui serait de l'ordre de... Alors, notre objectif, et celui qu'on a annoncé, c'est un 4 kWh au 100 km. Voilà, sur les... au 100 km. Exactement, sur le cycle WLTP. C'est ce que disent les simulations et c'est ce qu'on cherche à établir avec notre produit. C'est évidemment l'intention du projet qui est Factor 10. Donc, l'intention, c'est réduire d'un facteur 10 la consommation d'énergie.
Une voiture thermique, c'est à peu près 50 kWh en équivalent en kilowatts. Donc on a bien un facteur 10 par rapport à la proposition essence. Évidemment, la physique est têtue derrière tout ça. Donc par rapport aux meilleurs véhicules électriques, on est à un facteur 4. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même ce changement d'échelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les voies rapides, autoroutes, en réalité, on a une économie avec une proposition comme Line qui est de 16 kWh par rapport à un véhicule qui est une berline. Donc on économise cette voiture juste en utilisant un véhicule très optimisé en énergie. Et ça, c'est un peu un message d'espoir, c'est de dire on ne fait pas ça pour rien. Travailler sur la consommation d'énergie, ça peut réellement changer les choses. Vous êtes tous les deux à mes côtés, Marc Guillemot et Augustin Rouleau-Dugage. Vous êtes tous les deux créateurs de Line. La voiture existe aujourd'hui ? Un démonstrateur a été révélé en juillet. Ce n'est pas encore un prototype fonctionnel, mais c'est bien notre prochaine étape. Donc on a fait un premier jalon et notre idée, c'est de faire ce prototype homologué pour 2027 et battre le record du monde en 2027. Alors pas de compromis non plus sur la sécurité. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Oui, c'est quelque chose qui est très important pour nous. L'idée, c'était de pas d'avoir une proposition au rabais déjà, voilà, de pouvoir comparer avec l'automobile. On a des histoires avec la sécurité routière qui nous invitent également à faire ce parti pris-là. Il est évident qu'on ne sera pas au niveau des voitures les plus lourdes parce que ça reste un véhicule léger, mais on compte bien apporter les airbags, des zones de déformation, une cellule de survie et apprendre, se nourrir de ce qui existe dans l'automobile. Cellule de survie, vous me faites peur là. Non, les cellules de survie, c'est une manière de dire qu'on veut que cette voiture, et on la travaille comme ça pour que ce soit une cellule monocoque carbone. Et du coup, on se rapproche quelque part des supercars dans cette technologie-là. Et dans les supercars, on parle de cellules de survie. Ouais. Alors du coup, puisqu'elle est quand même extrêmement légère, ne serait-ce que pour atteindre aussi ce record de consommation, on est sur un châssis particulier ? Alors l'objectif, c'est de faire ce châssis en carbone également. Châssis et carrosserie en matériaux composites, donc carbone ou carbone et Kevlar. Donc s'inspirer des technologies qu'on trouve dans le nautisme de compétition, dans l'aéronautisme également. Il y a des très belles entreprises qui naissent aussi dans ces secteurs-là. Quelque part, nous, on s'inscrit dans ce mouvement et c'est utiliser ces matériaux pour baisser le poids. Alors, on va parler évidemment de demain aussi, parce que vous me l'avez annoncé. Le démonstrateur existe. On a un projet pour 2027. Ça paraît quand même un calendrier particulièrement ambitieux. Commercialisation, si tout va bien. En réalité, on a deux étapes. En 2027, on veut pouvoir commercialiser des prototypes homologués. C'est ce que nous permet aussi l'homologation de 3 roues. Et quelque part, au travers de ces prototypes, créer les facteurs 10 lovers, les premiers acheteurs. Évidemment, c'est des prototypes, donc ces véhicules qui sont des véhicules d'exception. Ceux qui veulent rejoindre l'aventure et participer au développement sont les bienvenus. Ce n'est pas l'intention du projet. L'intention du projet, c'est vraiment d'aller vers une industrialisation et on compte l'amener dès 2029, notamment en s'inspirant d'exemples de chaînes peu automatisées qui existent dans l'automobile, qui ont existé il y a pas si longtemps que ça en France. Et sur un format 3 roues, on pense arriver à le faire en 4 ans. Mais alors, quand on regarde la réalité du marché automobile aujourd'hui, où les constructeurs, qu'ils soient français ou autres, souffrent énormément et les voitures se vendent de moins en moins, vous n'avez pas de crainte à ce niveau-là ? Vous n'avez pas peur de trouver porte fermée quand vous allez aller chercher ou un financier ou un constructeur qui va vous aider à développer ou une usine qui vous permettra de réaliser ce souhait ? Alors, sur les moyens, quelque part, la conjoncture qui est un peu dégradée nous fait penser qu'on arrivera à trouver des compétences et des moyens pour le produire. Pour ce qui est des craintes de pouvoir trouver des clients, des financiers, ce qu'on propose aussi, c'est quand même une vision. C'est une vision d'une mobilité et de déplacement en voiture qui soit vraiment efficient en énergie. Quelque part, c'est conçu pour être la réconciliation entre les cinquantenaires qui pourraient acheter les premiers véhicules et leurs enfants qui peuvent les pousser dans leur retranchement sur des questions écologiques. Donc, on pense qu'il peut y avoir vraiment un marché. C'est une vision un peu différente qu'on propose. La bonne nouvelle, c'est que l'automobile a été créée en France. Oui. Donc, vous êtes la nouvelle génération en 2025 qui n'a peur de rien et qui essaie de créer autre chose. Une autre voiture. À quoi elle ressemble ? Puisque là, on est sur le son, on n'a pas d'image. Est-ce que vous pouvez essayer, Marc Guillemot, Augustin Rouleau-Dugage, co-créateur de Factor 10 et de la voiture Line, me la dessiner, que je la vois avec mes oreilles. Déjà, on va commencer par rendre hommage au designer, donc Renan Legloire, qui est vraiment le papa du design de cette voiture.
Il faut s'imaginer une voiture qui prend la forme d'une goutte d'eau vue de haut. On a une bulle supérieure qui est inspirée clairement des prototypes du Mans et des supercars, avec cette idée d'avoir un flux d'air le plus lisse possible. On a une évocation de performance automobile sur l'arrière de la bulle qui reprend des références historiques de ce milieu-là aussi. Est-ce qu'on a le droit de nommer des constructeurs ? Oui, Voilà, c'est la Jaguar sûr. Type D, clairement en inspiration, mais c'est aussi le nautisme. Sur le capot avant, ce qui est très important, c'est de parler de transparence aérodynamique, avec cette idée de dégager les flux d'air, donc et d'avoir une calandre qui ouvre de grands tunnels d'air qu'on retrouve sur les flancs et quelque part qui répondent à ce nom de line. On parle prix lors de la commercialisation. Alors si on parle de commercialisation après industrialisation, donc en petite série, on commencerait à amorcer aux alentours de 60 000 €. Et puis après, l'idée, c'est d'atteindre un marché plus conséquent et d'atteindre ce prix de marché aux alentours de 30 000 €. C'est la cible qu'on se fixe. Vous visez aussi la certification Société à mission en 2026 ? Oui, Marc ? ça c'est véritablement une envie qu'on a de dire ne nous croyez pas sur parole, venez voir ce qui se passe. Voilà, et c'est le meilleur gage qu'on peut donner de notre sincérité, c'est de dire on s'engage dans cette voie-là en disant on va compter nos impacts. Évidemment, faire des voitures, c'est comme faire une omelette, on casse un peu d'œuf, mais ce qu'on pense en travaillant sur la consommation d'énergie finale, c'est quand même de s'attaquer à la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on a plaisir à ignorer. Et c'est là qu'on va chercher le projet à impact. C'est pour ça qu'on vise le titre de société à mission et qu'on veut s'entourer de gens qui peuvent nous aider dans ce domaine-là. Alors évidemment, le projet n'est pas tout neuf. Il a fleuri dans nos têtes en 2022 et on a vraiment créé la société en janvier 2024. Quel regard ou quel retour avez-vous des professionnels de la filière automobile ? Sur les gens qui aiment la voiture, quand on parle technique, quand on parle design et quand on parle proposition de performance, on a des excellents retours, véritablement. Je pense que ça touche quelque part le passionné automobile de parler d'efficience, de parler de rapport couple-poids, de parler légèreté. Donc là-dessus, on a des excellents retours. On a des excellents retours sur le design, clairement. Et là, on en est très content. Pour les professionnels de l'automobile, ça dépend un petit peu des chapelles. Et c'est très très bien comme ça. Il y a des gens qui croient au projet, d'autres qui y croient moins. Et je pense que c'est normal aussi puisque c'est une nouvelle proposition. Augustin, vous roulez avec quelle voiture ? Alors, Marc, comme moi, on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux... En vélo. Alors, on est cycliste, mais aussi on a 3 enfants. Donc, moi, je roule personnellement avec une familiale et une deuxième voiture qui est une voiture électrique. En fait, je roule en Renault Zoé. D'accord. Et la familiale ? Et la familiale, c'est un Renault Scénic. Marc ? Voilà. Et moi, du coup, j'ai aussi une familiale qui est un Renault Espace. Fondamentalement, la proposition qu'on porte, on ne l'a pas trouvée sur le marché. On a étudié, moi dans mon cas, j'ai étudié l'achat d'une Tesla, par exemple. Et il y a des choses qui ne collent pas avec le modèle Tesla, notamment la durabilité des voitures, le fait qu'elles ne soient pas conçues pour être réparées en cas de gros choc. Et c'est cette réflexion-là aussi qui nous a poussé finalement à nous lancer dans un projet qui répondrait davantage à une aspiration d'efficience. Réparabilité, comment vous la pensez cette voiture pour dans l'avenir effectivement qu'elle soit accessible à tous pour la réparabilité ? En faisant quelques choix d'architecture intérieure, on a une chance, c'est que pour que ce format soit stable, il faut qu'on mette le maximum de masse à l'avant. Et ça passe par des choix, par exemple, de mettre la batterie, on ne va pas la mettre en plancher, mais on va la mettre en position avant. À contrario, peut-être d'autres véhicules, en cas de choc arrière, on n'est pas obligé de remplacer toute la batterie. Plus d'interchangeabilité que ce qu'on peut trouver dans un véhicule électrique habituel. Il y a une vision de durabilité derrière le produit. Nous, on a 2 axes de travail qui est réduire la consommation d'énergie, et ça, c'est 80%, donc on travaille là-dessus. Et la deuxième partie sur laquelle on travaille, c'est d'avoir un véhicule qui dure dans le temps, qui puisse aller chercher 400, 500, 600 000 km. Sur 2 aspects, la qualité, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas envie de transiger, c'est d'avoir un produit de qualité à la fin. Le deuxième aspect, c'est l'interchangeabilité, et c'est aussi la passion que les gens vont avoir derrière le véhicule. On entretient un véhicule qu'on aime. Pour ça, il faut avoir une proposition qui soit plaisante. Pour conclure, comment vous définiriez Lean ? Lévi-Science avant tout, une ligne. On a choisi ce nom parce qu'on trouvait qu'il était extrêmement évocateur et du design et de la philosophie du projet. Marc ? L'alliance, la combinaison de la performance et de l'écologie, c'est quelque chose qu'on met très peu ensemble.
Et j'ai envie de rester là-dessus. Le tout au service de notre mobilité. Exactement. Et ça, c'est important. Augustin Rouleau-Dugage, merci beaucoup. Marc Guillemot également. Merci à vous deux d'être venus nous parler de cette grande aventure Factor 10 avec cette voiture Line, 3 roues, mais en fait, il y en a 4, 500 kg, 500 km d'autonomie, voire peut-être un petit peu plus. Et puis une promesse qui allie mobilité, efficience et écologie. Merci à vous deux. Merci d'être venus dans Flux Libre. Merci beaucoup. Et comme quoi, en France, on peut continuer de créer de nouvelles voitures. Flux libre, en soutien d'Espoir Isère contre le cancer. Et maintenant, place à l'essai du mois, avec une voiture qui a marqué l'histoire et qui revient en force, la Honda Prélude. Alexandre Lenoir l'a testée pour nous. Alors Alexandre, cette Prélude, elle tient ses promesses ? Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Il y a des voitures qu'on essaye, qu'on rend et qu'on oublie, et puis il y a celles qu'on voudrait garder un peu plus longtemps. La nouvelle Honda Prélude fait clairement partie de cette seconde catégorie. Ce n'est pas la plus puissante, ni la plus rapide, ni même la mieux équipée, et pourtant ce petit coupé hybride donne l'impression de toucher du doigt quelque chose qui ressemble à la perfection automobile. Sur le papier, la recette peut étonner, un moteur hybride, pas franchement synonyme de sensation. Mais Honda l'a installé dans un châssis largement inspiré de celui de la Civic Type R, et là tout change, la magie opère. La Prélude ne renie rien de ses aïeuls, elle le dit, elle le montre et surtout, elle le prouve sur la route. Car oui, la Prélude, c'est un retour, 25 ans d'absence, et pour qui a aimé les générations précédentes, c'est mon cas, retrouver ce nom, cette silhouette, cette philosophie, c'était un petit événement. Bonne nouvelle, la nostalgie ne tombe jamais dans la caricature, pas d'effet rétro forcé, pas de posture sportive exagérée. La Prélude reste ce qu'elle a toujours été, une petite GT confortable et futée, faite pour rouler longtemps et surtout avec plaisir. Côté style, Honda n'a pas simplement coupé 2 portes à une Civic, le dessin est vraiment spécifique, capot plongeant, poupe ramassée, profil tendu, il y a même un petit parfum d'Alpine et par endroits une pointe de Porsche. Dans un monde saturé de SUV, voir revenir un vrai coupé 2+2, fin, bas et lancé, c'est presque un choc esthétique et surtout un vrai plaisir. À bord, on reconnaît l'esprit civique, même planche de bord, même instrumentation, mais Honda a soigné l'ambiance, suédine sur la planche, siège enveloppant, logo Prélude brodé dans les appuis-têtes, pas de luxe ostentatoire, mais de la solidité, de la clarté et surtout de vraies commandes physiques. Dans une époque où tout passe par les écrans, ça fait du bien. Sous le capot, on reste raisonnable. Le système hybride de 2 litres développe 143 chevaux côté thermique, 184 côté électrique, avec une puissance réellement transmise, surtout par l'électrique. Résultat, des performances modestes, certes, mais un malus presque symbolique et une consommation exemplaire. Et pour compenser le tempérament sage du moteur, Honda a ajouté un mode S+ Shift, une simulation de boîte automatique à 8 rapports avec palette au volant et faux rétrogradage. C'est un peu virtuel, mais c'est bluffant et surtout très efficace pour redonner du lien entre le conducteur et la voiture. Mais le vrai trésor de cette Prélude, c'est son châssis. Alors on a un châssis qui est très directif, qui est net, précis. Emmanuel Bordonado est journaliste automobile et lui aussi apprécie les sensations au volant de la Honda Prélude. On sent que c'est facile et en fait on a l'impression de conduire une voiture relativement légère. Une voiture un petit peu à l'ancienne, je dirais. On ne sent pas la lourdeur et le côté pâteau plus ou moins bien camouflé des voitures récentes. Directement inspiré de la Type R, train roulant sophistiqué, frein Brembo, amortissement piloté, sur les petites routes, la voiture se montre étonnante d'équilibre. Précise, joueuse, jamais brutale, légère pour une hybride, moins de 1500 kg, elle se place avec naturel dans les virages, pivote facilement et reste toujours progressive. Sur longue distance, la Prélude sait aussi devenir douce. En mode confort, elle gomme les imperfections et reste très silencieuse. Les sièges sont enveloppants, la position de conduite idéale, on se sent dedans, pas posé dessus, et ça change tout. Côté tarif, une seule version, 49 990 €, très bien équipée et presque sans concurrence directe. La plupart des coupés ont disparu et ceux qui restent sont plus chers, plus puissants ou plus malucés. Alors oui, tout n'est pas parfait. On rêverait parfois d'avoir un moteur plus expressif, d'un vrai rugissement mécanique, mais la fiscalité française en a décidé autrement. Reste l'essentiel.
Honda signe ici une voiture de connaisseurs, une voiture pour ceux qui aiment conduire, pas juste accélérer. Une voiture élégante, équilibrée, cohérente, capable d'émouvoir sans chercher à impressionner. En 2025, c'est presque un acte de résistance. Flux libre, en soutien d'Espoir Isère contre le cancer. Et maintenant, rencontre avec Olivier Bouvarel, directeur de Buy My Car. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Notre entretien sans filtre qui reçoit Olivier Bouvarel aujourd'hui, directeur général délégué du groupe Buy My Car. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi, très ravi. Alors, avant même de vous rencontrer, j'aimerais que l'on resitue Buy My Car, considéré aujourd'hui comme le premier groupe de distribution automobile français indépendant, et l'histoire de cette création incroyable. Effectivement, Buy My Car, c'est aujourd'hui 90 concessions dans 5 pays européens, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Suisse. La genèse de la construction de Buy My Car, c'est une première concession à Albertville en 1993. Olivier Bouvarel, quand vous regardez le parcours accompli par Buy My Car, qu'est-ce que vous ressentez ? C'est incroyable parce que, si vous voulez, des objectifs permanents, des rêves en fait, c'est un rêve, des projections qu'on n'imagine pas et qu'on réalise. C'est un parcours qui est fabuleux. Après, on reste les pieds bien sur terre, parce qu'il nous reste encore une bonne partie du parcours à réaliser. Pour l'instant, on reste dans notre rêve. Donc, pourquoi vous parlez d'un rêve ? Parce que quand on démarre très petit et puis on grandit grâce aux équipes, grâce aux clients, grâce aux partenaires, puis un jour on se dit waouh, voilà où on est arrivé. On essaie de garder toute l'humilité parce qu'il faut avoir toujours beaucoup d'humilité. Et puis on veut continuer de ce chemin pour satisfaire nos clients et nos collaborateurs. Combien de collaborateurs autour de vous ? Sur le groupe et toutes les entités, 4500 collaborateurs. On a la Belgique, on a l'Italie, l'Espagne et la Suisse, qui sont des marchés qu'on est en train de développer. Il y en aura probablement d'autres qui vont arriver. On fait 85% de notre chiffre d'affaires en France encore. Buy My Car, c'est évidemment distribution automobile, je l'ai dit, c'est le premier groupe européen, mais c'est aussi multiservice. C'est quoi l'ADN de Buy My Car ? C'est d'offrir à tous nos clients la capacité d'avoir de la mobilité, que ce soit au travers de véhicules neufs, de véhicules d'occasion, de la location, parce qu'on a aussi une société de location, pouvoir avoir la capacité de passer son permis, puisqu'on a une société de permis en ligne, de pouvoir également transporter des gens via des bus, puisqu'on a racheté une société qui s'appelle HCX, société de bus. Vous avez expliqué avoir créé la première concession en 93 à Albertville. C'est Jean-Louis Mosca, le président fondateur, qui a commencé par cette première entreprise, cette première concession à Albertville. Il s'est agrandi principalement entre l'Isère et la Savoie. Et puis après, il y a eu un développement un peu plus sorti de la région Rhône-Alpes pour aller en Bourgogne, dans l'Est, sur l'île de France, dans le Vaucluse. Et puis après, l'étranger. Comment êtes-vous, Olivier Bouvarel, arrivé là où je vous retrouve aujourd'hui ? J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Mosca et de rentrer dans le groupe en 2008. Et on a démarré une aventure ensemble sur un site Opel à Chambéry. Cette aventure a évolué, a grandi. On a grandi ensemble et on continue d'évoluer ensemble et de grandir ensemble. 2024, vous avez réalisé un chiffre d'affaires proche de 4 milliards d'euros. C'est une histoire d'équipe de réussir à faire ce genre de résultats ? Oui, on a fait 3 milliards 650 pour être plus précis. Ce résultat, il se fait avec l'ensemble de nos collaborateurs. Que ce soit la partie de direction, bien sûr, les dirigeants qui fixent le cap et tous les collaborateurs qui portent le projet avec nous et qui sont, eux, quotidiennement en contact des clients. La filière auto va pas très très bien aujourd'hui. Comment un groupe comme Buy My Car, avec vos équipes, Olivier Bouvarel, arrive, si ce n'est à contourner ou tout du moins à faire tomber les barrières ? De toute façon, on n'a pas le choix. Donc on vit avec les contraintes et les règles et les règlements qui nous sont plutôt défavorables en ce moment. Après, on essaye de travailler main dans la main avec nos partenaires, les constructeurs, et de pouvoir satisfaire un maximum de clients. Et puis le paysage a complètement changé. On a tout ce qui est numérique, l'électrification. Là aussi, vous êtes obligé de vous remettre en question, comme tout bon acteur de cette filière automobile, et ce au quotidien. En fait, il y a une transformation totale de l'industrie automobile. On bascule sur une industrie électrique. Alors des fois, on revient un petit peu en arrière, on en avance d'un pas, on recule de 2 pas. On a aussi les constructeurs chinois qui poussent très fort et qui tentent de s'intégrer et d'envahir l'Europe. Donc on doit faire face à tout ça. Enfin, nous, on a un objectif très clair, c'est satisfaire nos clients, satisfaire tous nos partenaires et continuer d'avancer avec. On parle de Cosmobilis ? Si vous voulez. Allez, là aussi c'était une nouveauté. Bien sûr. Alors Cosmobilis, c'est un groupe qui a été donc cofondé par Jean-Louis Mosca et Carlos Gomez, fin 2022. Il embrique plusieurs sociétés, dont Buy My Car, et une société de tech qui s'appelle B2Link,
pour lequel nous avons acheté quelques sociétés de tech, notamment des sociétés d'intelligence artificielle, pour nous permettre d'être dans l'ordre du jour et pouvoir développer des programmes qui soient en lien, en interface avec les concessions, les constructeurs et les clients. Il y a aussi B2B, Et Buy My Car to Business. Et Buy My Car for For Business. Business, pardon. Buy My Car for Business, spécialiste de la vente B2B dans le groupe et référent dans le groupe de la vente B2B qu'on a créé parce que là c'est pareil. En fait, nos clients, qu'ils soient particuliers ou sociétés, souvent c'est souvent les mêmes. Donc on a besoin de vendre à titre personnel un véhicule et pour l'entreprise des véhicules. Donc on voulait devenir la référence du B2B en France. Donc c'est ce qu'on est en train de construire. Il nous reste encore quelques étapes, il nous reste encore quelques progrès à faire. Mais voilà, c'est notre objectif. La filière automobile souffre aussi de recrutement. Est-ce que chez Buy My Car, on a les mêmes soucis? On a les mêmes soucis. Et sur quel type de métier, vous? Sur quasi tous les métiers. Alors bien sûr, principalement sur les métiers productifs, il est plus difficile aujourd'hui de trouver des mécaniciens, des carrossiers. C'est un peu plus délicat que de trouver des vendeurs. Mais il y a une pénurie dans l'ensemble des métiers. Est-ce que Buy My Car est bien connu des Français? Alors je dirais chaque jour de plus en plus. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu un petit peu de mal parce que les gens, finalement, Buy My Car, on est qui? Même autour de nous, quand on interroge nos amis, Buy My Car, c'est quoi? Vous faites quoi? Vous vendez des voitures? Vous les louez? On n'a encore pas la notoriété d'Apple ou d'Amazon. Hein. Je crois qu'on commence à en créer dans le paysage français de plus en plus. Il n'y a pas de grande campagne de publicité? On essaie de travailler local, c'est-à-dire que chaque région travaille localement du marketing, de la publicité, pour se faire connaître, pour se faire voir. La visibilité est différente avec des partenariats. Olivier Bouvarel, vous qui êtes le directeur général délégué du groupe Buy My Car, vous roulez avec quel type de véhicule? Alors j'essaye un peu tous les véhicules. Donc, je fais à peu près 130 000 km par an. Donc j'ai 2 véhicules attitrés. Lesquels? J'ai une Audi Q8 d'occasion pour faire les grands déplacements. Et je roule après avec les modèles électriques dernière génération qu'on reçoit parce que je veux les essayer. Je veux connaître un peu tous nos produits, les avantages, les points forts de chaque produit. Mais votre coup de cœur à vous personnellement? Et c'est pas spécialement une voiture récente. C'est le Volkswagen Touareg. J'ai préféré le Volkswagen Touareg qui était pour moi un véhicule très confortable, qui reste, malgré son gabarit relativement discret, mais qui est un véhicule pour la route qui est exceptionnel. Quel regard vous avez maintenant sur ce que représente cette société Buy My Car pour l'homme que j'ai en face de moi, Olivier Bouvarel? Moi, c'est une fierté d'appartenir à cette société. Puis quand on évolue, quand on grandit avec une société, on n'imagine pas tout ce qu'on est capable de faire. Je crois très sincèrement que Buy My Car, c'est une belle et bonne entreprise. Et tous les collaborateurs qui ont la chance de travailler participent au projet et contribuent à la réussite de Buy My Car. Si je vous posais la question suivante, à savoir si vous, en tant qu'Olivier Bouvarel, vous aviez la possibilité, le moyen, le pouvoir de changer quelque chose pour cette filière automobile aujourd'hui qui souffre, une réforme, quelque chose, une idée à proposer? Je changerai le gouvernement. Excusez-moi, mais je changerai les gens qui gouvernent ou qui veulent gouverner aujourd'hui parce que malheureusement, je crois qu'ils sont pas en phase avec ce qu'attend le monde économique et ce qu'attendent tout simplement les gens, le peuple. Et on se rend pas compte de l'impact des décisions qui peuvent être prises sur toute une activité. Aujourd'hui, l'automobile se retrouve en difficulté. Il y a des gens qui se retrouvent au chômage partiel, qui perdent leur emploi, tout simplement parce qu'on prend des décisions sans réflexion. Parce que l'industrie automobile, c'est une des plus importantes de l'industrie française et elle ne peut pas vaciller. Et là, ça fait quelques années qu'on vacille et on rentre vraiment dans une période qui est difficile. Merci beaucoup, Olivier Bouvarel. C'est moi qui vous remercie. Flux libre, en soutien d'Espoir Isère contre le cancer. Pour conclure ce nouvel épisode de Flux libre, je vous emmène en Bourgogne. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Nous recevons un chef qui allie l'excellence gastronomique et une passion pour l'automobile. Cédric Burtin, 2 étoiles Michelin, à la tête du moulin de Martoré. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, très heureux d'être parmi vous. Vous êtes né dans une famille d'éleveurs charolais, puis formé auprès de légendes comme Paul Bocuse ou Pierre Orsi. Comment ces rencontres et cette histoire de famille a façonné le chef que l'on rencontre aujourd'hui? Je suis né, j'ai grandi dans un élevage charolais, dans une famille d'éleveurs. Beaucoup de gens de ma famille sont issus de l'élevage charolais. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la cuisine du haut de mes 13-14 ans, je me souviens très bien de ce qu'a pu dire mon père. Mon père m'a dit « Ok, si tu veux faire de la cuisine, il n'y a pas de problème, mais par contre, tu feras de la cuisine chez les plus grands et tu apprendras ton métier à la perfection. » Sans aucun contact ou aucune connaissance, on s'est permis d'aller pousser les portes de Paul Bocuse ou de Pierre Orsi ou encore de la Pyramide à Vienne à l'époque pour essayer de rentrer dans des maisons comme ça et de pouvoir avoir la chance d'y travailler et d'apprendre. Votre restaurant, lui, il est dans un moulin du 19e siècle.
Oui, quand on s'est installé il y a 20 ans cette année, qu'on a commencé l'aventure, on avait racheté un tout petit établissement. C'était une ancienne pizzeria où il n'y avait pas forcément le potentiel pour quoi que ce soit, mais il fallait bien démarrer et c'était cool. Et après, on a eu la chance d'avoir l'étoile assez vite en 2008. Et du coup, là, j'ai voulu déménager, j'ai voulu avoir un écrin qui me ressemblait, où je me sentais bien, où je pouvais avoir une certaine identité culinaire. Et quand j'ai visité le moulin, on l'a acheté très très vite. Ouais. Ça a été pour vous vraiment l'évidence quand vous avez visité le moulin? Je pense que quand je suis arrivé, il allie deux choses qui m'ont tout de suite plu. En fait, il allie le côté où on est vraiment proche de Chalon-sur-Saône, on est vraiment proche d'une grande ville, on est très proche d'une sortie d'autoroute. Et en même temps, quand on est chez nous, on est dans un milieu, un environnement très rural. Et moi, c'est là où j'ai grandi et c'est ce dont j'ai besoin. Vous êtes situé à Saint-Rémy. Oui, 1 kilomètre de Chalon-sur-Saône et à 500 mètres de la sortie d'autoroute. Mais quand vous êtes là, vous oubliez tout. Vous avez aussi un potager, et pas un petit potager, des ruches. On a un grand potager avec un jardinier à temps plein, qu'on travaille en permaculture, bien sûr. On a des ruches, on fait tout notre système de compost. On a de l'éco-pâturage aussi derrière avec des moutons, un âne, des oies. Enfin, on essaie vraiment d'avoir les circuits le plus courts possible. Vous êtes passé d'une à 2 étoiles, puisqu'on parle voiture dans Flux Libre. C'est un petit peu comme si on était passé d'une voiture de série à une GT, non? C'est même limite une hypercar, là. Ça nous a conforté dans les choix qu'on faisait. Quand vous prenez des risques, que vous faites des choix, que vous voulez avoir une certaine identité culinaire, le fait de monter à 2 étoiles vous conforte que vous êtes dans le vrai, que ce que vous faites est reconnu. C'est très gratifiant et c'est passionnant. Cédric Burtin, quels sont les produits que vous aimez particulièrement travailler? J'aime beaucoup travailler les poissons. J'aime beaucoup travailler le légume. C'est un petit peu l'antithèse, entre guillemets, de mon parcours. On est une vingtaine. En cuisine, on est 13. On travaille aussi beaucoup de bœuf, beaucoup de viande. On a une cuisine quand même assez végétalisée et je suis très axé sur les poissons. J'aime vraiment travailler le poisson. C'est quelque chose qui me plaît. Je trouve qu'on peut faire une succession de plats sur des poissons où vous pouvez apporter vraiment beaucoup de légèreté et on se sent bien en partant, quoi. Nous sommes aux portes de l'hiver. Qu'est-ce que l'on trouve sur la carte de Cédric Burtin aujourd'hui, si ce n'est un plat que vous avez envie de nous proposer et de nous faire saliver? Là, en ce moment, on va retrouver un plat sur l'oignon. C'est un plat qui est 100% végétal. On a voulu vraiment retravailler pour une soupe à l'oignon sur une base assez classique. On a vraiment un gros travail sur beaucoup de textures d'oignon, sur beaucoup de fraîcheur avec beaucoup d'acidité. Un énorme travail sur le bouillon. Il nous faut plus de 3 jours pour faire le bouillon parce qu'on va apporter de la fermentation à l'intérieur, on va apporter de l'acidité, un jeu d'équilibre. Ce bouillon, même que le goûte quand même tous les jours et à chaque fois, il me procure quand même une certaine émotion. Vous avez de la vivacité, une grosse longueur et en même temps, c'est tellement gourmand que je trouve qu'il y a un bel équilibre. On va passer de votre passion de la cuisine à votre autre passion, l'automobile. Ça a commencé quand? Vous vous souvenez? Ah, depuis tout petit, j'ai toujours adoré les voitures. Tout ce qui roulait, je peux pas vous l'expliquer, mais je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours adoré ça. Vous avez quoi comme voiture aujourd'hui, Cédric? Alors moi, je suis ambassadeur BMW, Car Avenue dans ma région. J'ai la chance d'essayer quasiment toutes les nouvelles BMW, hein, ça c'est génial. Oui, je suis fan de BMW, bien sûr, mais je suis fan aussi de plein d'autres marques. Vous avez beaucoup de marques qui font rêver. Je suis beaucoup l'actualité automobile. Une autre voiture qui vous procure beaucoup d'émotions quand vous êtes au volant? J'ai beaucoup d'émotions quand je suis au volant d'une Porsche 911, que ce soit une GT3 RS ou que ce soit une 992 Turbo S. J'ai beaucoup d'émotions sur une McLaren, sur une Ferrari. Enfin, vous prenez une McLaren 720S, je trouve que c'est hyper abouti et j'adore ça. Vous prenez une F8 Tributo de chez Ferrari. J'ai une préférence sur la F8 par rapport à la 296, qui est peut-être un peu plus performante, mais pour moi un peu plus aseptisée. Et puis après, vous avez aussi des véhicules un peu anciens qui font rêver. Vous prenez une Mustang de 67, même des anciennes BMW, type Z3M ou Z4M. Je trouve que c'est des véhicules qui sont juste magiques. Si je vous demande un plat qui vous inspire une voiture ou inversement, une voiture qui pourrait vous inspirer un plat. Là, c'est une question piège. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des plats qui sont nés dans ma tête au volant d'une voiture? Je pense que 95% des plats sont nés au volant d'une voiture. Ça s'explique. Quand vous êtes au volant d'une voiture, c'est peut-être un peu le seul moment de répit. Vous êtes un peu au calme.
Quand vous avez un peu de route, vous êtes un peu seul. Et là, c'est vrai que je réfléchis à beaucoup de choses, beaucoup de plats. Quasiment tous sont nés derrière le volant d'une voiture. Le dernier en date, peut-être? C'est sur une pintade. Enfin, on a voulu faire une déclinaison de pintade avec des cèpes. Je montais à Paris et du coup, c'est vrai qu'en 2h30, j'ai eu le temps de bien réfléchir, donc c'était cool. L'escapade idéale pour vous, Cédric, si vous deviez choisir une route et une voiture? Peut-être une M4 CS et j'irai manger à la Bouite à Saint-Martin-de-Belleville. Les 20 derniers kilomètres, la route, elle est juste magique. Et qu'en plus, quand on arrive, on mange divinement bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé où? C'est dans les Trois-Vallées, c'est la famille Meyer, hôtel-restaurant La Bouite à la montagne. Vous êtes installé à moins d'1 kilomètre de Chalon-sur-Saône, dans ce joli village de Saint-Rémy. On ne peut pas parler ni de votre endroit, ni de passion, sans parler de vignoble. Imaginez, Cédric Burtin, vous êtes sur une de vos jolies routes de Bourgogne. Quel type de vin avec modération? Avec quel type de plat si vous vous arrêtiez au bord de la route en pique-niquant simplement? On a la chance d'être dans une région où, oui, quand vous faites la route des vins, je le ferai plus avec un véhicule un petit peu ancien, où là, la route, elle est magique et vous avez une quantité de viticulteurs qui font divinement bien leur travail sur toute la côte. C'est assez impressionnant. Je pense que je m'arrêterai à Saint-Aubin, chez Joseph Collin, qui fait des blancs, c'est extraordinaire. Rien que d'y repenser, j'ai envie d'y retourner. Si ça devait être un plat vraiment à partager avec un ami en mode pique-nique, je pense que j'irais avec un bon pâté croûte, tout simplement, hein. Un truc un peu gourmand et en même temps un peu coquin, ça cale bien, c'est cool. Est-ce que je peux être votre meilleur ami sur ce coup-là, Cédric? Ah bah, si vous voulez, on prévoit ça, on y va ensemble la prochaine fois. Allez, go. Merci beaucoup de votre temps. Merci d'avoir accepté cette escapade dans notre compagnie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Flux libre, en soutien d'Espoir Isère contre le cancer. Nous voici arrivés à la fin de ce 6e épisode de Flux libre. Un grand merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Et un merci tout particulier à nos invités pour leur disponibilité. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. N'oubliez pas non plus de partager au plus grand nombre l'existence de Flux libre. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ce que vous avez par exemple pensé de cette voiture française ultra économe à venir, de ces deux jeunes créateurs, de la nouvelle Honda Prélude, ou même si vous avez déjà eu la chance d'aller déguster la cuisine de Cédric Burtin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, roulez par plaisir et roulez prudemment car l'hiver s'installe. Alors à très vite en Flux libre. C'était Flux libre, engagé avec le Salon automobile de Lyon pour les trophées René Saby en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Pour soutenir l'association ou faire un don, rendez-vous sur espoir-isère-cancer.com.